Bonjour tout le monde, heureux de vous recevoir pour notre tout premier webinaire d'EXMA en français. Donc, comme vous pouvez le voir, ce webinaire sera sur le facteur humain dans l'efficacité énergétique. Et on va essayer de revoir un peu quelque chose qui semble maîtrisé aujourd'hui, mais qui ne l'est pas forcément si bien maîtrisé. Et pour ce faire, aujourd'hui je suis avec Jordi, qui est ingénieur Customer Success. Désolé pour les termes anglais. Bonjour Jordi. Bonjour, ça va? Ah, ça va très bien, merci. Et donc moi, qui suis responsable partenariat, pour certains qui sont aujourd'hui présents, certains me connaissent, et donc on est très heureux, en tout cas, de vous recevoir, en espérant que ce webinaire vous intéressera. Donc quel est l'agenda aujourd'hui? Très rapidement, on va voir ce que Dexma fait, pour que vous compreniez un petit peu la problématique sous-jacente qui nous pousse à faire ce webinaire sur le facteur humain. Ensuite, on essaiera de vous expliquer en bref quelle est cette nouvelle vision du bâtiment dans la gestion énergétique, et comment on voit ces bâtiments comme organismes vivants ou ces systèmes vivants. Pour ensuite voir concrètement dans des études de cas ou success story, encore une fois en anglais, et ensuite pour vous montrer comment des outils utiles peuvent améliorer ces comportements. Voilà. Et pour finir, n'oubliez jamais que dans nos webinars, en anglais, en espagnol ou en français, vous avez toujours la capacité de nous poser des questions en live et on essaiera d'y répondre à la fin de ce webinaire. Donc alors Dexma. Dexma, qui est Dexma? Alors on se considère comme un des leaders du management énergétique. On se considère, il y a aussi quand même des études qui sont là pour le montrer. Bien évidemment, si vous êtes intéressé par ce genre d'études, n'hésitez pas plus tard à nous contacter et en tout cas moi je me ferai un plaisir de vous les partager. Donc Dexma, c'est une entreprise de software énergétique qui existe depuis 2007. Donc on est on va dire assez spécialiste du domaine. Maintenant, ça fait un moment qu'on y est. On développe une solution complète dans le parcours énergétique des clients. Alors ça, c'est un peu complexe d'expliquer ça comme ça. On va vous montrer via la page de nos partenaires en quoi c'est une solution complète. En fait, elle peut s'intégrer dans différentes offres énergétiques. On se développe beaucoup dans l'intelligence artificielle depuis maintenant 2 ans et demi. Et on a pas mal d'applications déjà concrètes qui l'utilisent. Encore une fois, là, si ça vous intéresse, on a un webinaire qui est en anglais, pour le coup en espagnol, qui existe sur la page d'Exma Ressources. N'hésitez pas à y aller, ça peut être très intéressant. On travaille via un réseau de partenaires, donc vous allez voir dans les slides d'après. Donc on a 250 entreprises de services énergétiques qui ont à peu près 2250 clients. Et on a une base de données bientôt de 60 000 bâtiments. Ça vous donne un peu l'idée de la puissance de frappe que l'on a en termes de données et donc de big data ou d'intelligence artificielle. Plateforme ouverte et collaborative, qu'est-ce qu'on entend par là? Avec une API ouverte, on s'intègre assez facilement à différentes sources de données ou différents CRM, ERP. Et on peut aussi développer de nouvelles applications à la demande de nos clients ou du marché si on est assez proactif. Ensuite, voilà, nous on est basé à Barcelone, donc je suis le français, mais pas l'unique français, on est plusieurs français dans cette entreprise et pas mal de bilingues, notamment Jordi qui est catalan, avec sa propre équipe de data scientists et de développeurs. Donc on est tous à Barcelone. Voilà. Pour la slide suivante, alors qu'est-ce que c'est ça? C'est la présence de nos partenaires, en tout cas où on est présent via nos partenaires dans le monde. Donc là, vous voyez en France des partenaires qui vous parlent, notamment Engie Cofili, comme en Belgique d'ailleurs. Donc vous voyez qu'il y a différents types de partenaires pour différents types de problématiques. Donc ça peut être intéressant pour comprendre un petit peu comment Dexma adresse le marché. Ensuite, ça, c'est notre offre énergétique. D'accord? Donc, pour faire assez court, on a une capacité de détecter les potentielles économies d'énergie en utilisant juste les factures mensuelles et les historiques de consommation s'il le faut, donc sans nécessité d'installation de matériel. On n'est pas là pour expliquer cet outil, mais voilà, ça c'est quelque chose que vous devez avoir en tête si vous voulez comprendre Dexma. Ensuite, la partie d'analyse qui est un peu plus classique et du système de management énergétique avec voilà, une intégration avec des sources de données différentes sous forme de tableau de bord, etc. On y passera un petit temps dans le troisième point de notre présentation aujourd'hui. Et ensuite, le contrôle. Voilà. Comme ça vous donne une idée un petit peu de la philosophie du parcours énergétique chez Dexma. Cette slide, qui sont ces entreprises? Ce sont en fait les clients de nos partenaires. Tout simplement pour vous donner une petite idée du type de client que l'on peut avoir. Comme vous pouvez le voir,
on adresse des marchés différents et donc des besoins différents. Voilà, c'est tout pour la présentation d'Exma. Je pense que c'était assez suffisant pour que vous compreniez qui on est. Maintenant, je vais laisser la parole à Jordi qui va nous expliquer quelle est cette nouvelle vision. Merci Didier. On va parler un petit peu de comment changer nos idéaux traditionnels que l'on a sur les bâtiments, comment le facteur humain va impacter dans la gestion énergétique du bâtiment. Et on va voir aussi des cas réels avec des hypothèses de tout ce qu'on va expliquer un petit peu pour voir plus en détail et en pratique tout ce que l'on va voir. Et finalement aussi, on verra un petit peu des outils qui nous vont aider pour travailler sur le facteur humain directement. Donc voilà, comment intégrer le facteur humain dans la stratégie d'efficacité énergétique. On va se pencher sur le facteur humain et quelque chose que l'on veut souvent limiter, le facteur humain, et que l'on sous-évalue ou que même parfois en pensant que la télégestion nous suffit pour travailler sur un bâtiment, mais il ne faut pas redouter l'humain et plutôt accepter que les humains vont nous influer sur la performance énergétique du bâtiment. Donc, le défi ici sera de convertir le facteur humain en allié, faire un travail d'équipe avec toutes les personnes qui sont dans un bâtiment et pas le considérer comme un ennemi ou quelque chose qu'il faut éviter. Donc, pour innover dans la gestion de l'énergie, il faut changer notre vision des bâtiments traditionnels. Là, si on cherche sur Internet, on voit des images comme celles que l'on peut voir ici, on voit des bâtiments avec du verre, etc. Ça, c'est pas l'idée que l'on veut avoir de système vivant. Il faut penser dans les systèmes vivants comme un bâtiment où il y a une coquille protectrice qui est le bâtiment en soi, et après il y a un système vivant à l'intérieur qui est comme un animal qui est vivant, qui sont les humains qui sont à l'intérieur du bâtiment. C'est pour ça que j'aimais bien cette image de l'organisme intelligent, tu vois, cellules, interface. Ouais, c'est un peu technique, mais tout à fait. C'est un discours différent. C'est très descriptif, je pense, cette image. Alors, on va avoir un bâtiment avec un système GTB, la climatisation, l'éclairage, mais il faudra aussi penser aux humains, voir ici notre petit animal dans la coquille. Et les humains, c'est un peu les cellules au sein de cet organisme intelligent, voilà. Avec la membrane comme la couche du bâtiment. Voilà, tout à fait. Donc, il faut travailler la membrane du bâtiment, ce qui les ingénieurs normalement savent travailler parfaitement. Et aussi, il faut garder en tête ce qu'il y a à l'intérieur du bâtiment pour travailler avec les personnes. Et notamment avec la communauté qui vont former cette personne autour du bâtiment et chacun des membres. Il faut avoir en tête que chacun des membres de la communauté dans un bâtiment est un energy manager potentiel. C'est que ça, c'est une idée qu'on n'a pas forcément assez en tête. On pense qu'en fait, finalement, les energy managers, ce sont les techniciens et les restes des employés ne sont pas impliqués. Et c'est là où il faut changer la mentalité. Voilà. Donc, pour expliquer un petit peu comment avoir le facteur humain en tête, on va partir d'un exemple d'un de nos ingénieurs qui a fait un projet avec une faculté d'architecture il y a quelques années. Et comment va se passer cette stratégie d'efficacité énergétique avec le facteur humain? On va partir des postulats énergétiques et on va simuler énergétiquement l'impact de ces actions qu'on va mettre en place dans un bâtiment. Donc, on part de l'idée de faire des simulations énergétiques pour gestion de la climatisation, éclairage, remplacement de fenêtres, insulation du bâtiment et voir si elles ont été appliquées ou non. Et à partir des simulations énergétiques, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va le comparer avec la consommation réelle, mais on va se rendre compte que la simulation ne va être pas toujours pareil avec la consommation réelle. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? On part des postulats de simulation énergétique, on vérifie avec des consommations réelles. Voilà, on se rend compte que la théorie et la pratique sont un peu dissociées, quoi. Ouais, c'est ce qui arrive parfois dans le monde. Mais ici, pourquoi est-ce qu'on a ce problème? Dans cette école d'architecture, après avoir fait toutes ces actions de performance énergétique, on a observé une différence entre notre simulation et les consommations. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Les ingénieurs qui travaillaient sur ce bâtiment ont plusieurs questions
qui se sont posés plusieurs questions. Peut-être ils se sont demandé s'il y avait des variables qui n'étaient pas tenues en compte dans la simulation ou s'il y avait elles étaient mal ajustées, ces variables, dans le modèle. On a plusieurs modèles qui sont simulés. Mais ils ont eu l'impression de ne pas comprendre exactement ce qui passait dans le modèle ou même un élément qui leur manquait dans leur modèle. Et ce qui s'est passé en réalité, c'est que l'Energy Manager du bâtiment n'avait pas réalisé toutes les actions que le groupe du projet avait listées. Donc, pourquoi? À la fin, c'est une personne qui croyait que son travail était questionné. On lui a donné des directrices et peut-être on lui a pas expliqué ou on lui a même pas demandé son avis. Donc, après cette analyse, il manquait un peu l'aspect psychologique, l'aspect humain de la simulation, pas de la simulation, du projet. Donc, il faut avoir en tête, encore une fois, que le bâtiment, c'est l'interface et la communauté. Et qu'il y a une communauté qui habite dans cette coquille artificielle. Et donc, notre interface va protéger la communauté qui habite dans le bâtiment et elle doit créer des conditions optimales pour pouvoir travailler ou faire les activités en soi du bâtiment. Il faut créer une synergie, quoi. C'est-à-dire que voilà. Tu peux avoir des belles idées, mais si tu prends pas en compte l'aspect humain qui va appliquer ces idées, finalement la synergie ne sera pas au rendez-vous. Tout à fait. Donc là, je pense que c'est ce qu'on essaie de faire comprendre un peu plus tard dans des slides un peu plus conceptuels, mais je pense que tu vas bien les expliquer. Donc ici, on va voir un modèle conceptuel du bâtiment. On a une interface artificielle, une membrane qui va protéger le bâtiment ou la communauté qui est dedans le bâtiment de l'environnement. Donc toute la communauté va utiliser des ressources, notamment de l'énergie, et va générer des rejets, ça peut être du gaspillage, du CO2, etc. Et quand on pensait à la membrane, on travaillait, l'ingénieur, typiquement, on pense toujours à la climatisation, l'éclairage, si on change les fenêtres, etc. Toutes les actions de performance énergétique traditionnelles se concentrent sur la membrane et non pas dans la communauté. Alors, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On a donné des instructions à l'Energy Manager. On lui a dit les performances qu'il devait faire sur son bâtiment, mais on n'a pas réfléchi au reste de la communauté. Alors, les résultats de la simulation étaient différents. L'Energy Manager n'est pas une machine qui va exécuter toutes nos instructions, une personne qui a des émotions, des sentiments. Il redoutait être questionné, comme on a dit avant. Donc, c'est une personne qui est dans la communauté qu'il faut avoir en tête. Notamment aussi, la première bulle, peut-être ce serait le premier point qu'on a vu, mais il y a d'autres Energy Managers potentiels dans le bâtiment. Par exemple, le service de nettoyage qui peut-être travaille le matin très tôt ou même les soirs très tard, quand le bâtiment est presque vide peut-être. Il va aussi être un Energy Manager parce qu'il va se promener dans les salles, il va allumer des lumières, il va faire son travail et elle va faire le service de nettoyage va faire des actions sur l'interface aussi. Donc, il faut les avoir en tête, il faut les motiver et faire part de notre projet de performance énergétique. Ici, dans notre exemple, c'était une faculté d'architecture. Il y avait des étudiants aussi qui sont aussi des experts en ce cas dans les bâtiments. Mais qui ont commencé aussi à travailler ou à agir sur l'interface et parfois ils cassaient entre guillemets le modèle en agissant sur le bâtiment. Donc le comportement des personnes de pain va dépendre aussi. Ici on voit beaucoup de bulles qui s'interconnectent et il y a une bulle au milieu qui représente la direction du centre et qui peut-être ne va pas agir directement sur ce qui est le bâtiment, mais qui va influencer les autres bulles dans le bâtiment, les autres utilisateurs du bâtiment. Donc ici, on a eu la chance que le directeur était engagé, il était motivé pour faire de la performance énergétique dans son bâtiment. Il a influencé l'Energy Manager du bâtiment et il a influencé aussi toute la communauté pour avoir des objectifs de performance énergétique comme on va voir tout de suite avec Didier. Une fois qu'on a identifié la communauté, il faut travailler différemment que l'interface, on va voir.
Donc, comme on a dit, c'était un petit peu une slide conceptuelle. J'espère que c'est clair un petit peu l'interface et les différentes bulles. En gros, ce qu'on comprend de cette belle slide un peu conceptuelle, c'est que là, on a la membrane avec les cellules directes connectées à cette membrane qui sont les Energy Managers. Et pour que cette communauté fonctionne bien, hein, si je comprends bien, c'est qu'elle doit ne pas oublier d'être interphasée avec les autres cellules qui sont les Energy Managers non officiels, en fait. Voilà. Ces personnes que tu as décrites. Voilà. Typiquement, les ingénieurs savent travailler avec l'interface du bâtiment. Alors, on a un petit peu de problème technique. C'est bon, ça fonctionne? Désolé. Donc, ça va. Typiquement, les ingénieurs travaillent des bâtiments, travaillent des machines, mais la formation des ingénieurs n'est pas en connaissance de psychologie, de sociologie ou même anthropologie pour travailler et influencer le facteur humain du bâtiment. Donc, comment on va travailler sur ce facteur humain? Donc, on peut travailler pour améliorer l'interface de la communauté, mais l'interaction entre les deux, il nous faudra des outils différents que peut-être on n'avait pas en tête jusqu'au moment. Donc, on a une interface qui est un peu dynamique, qu'on peut agir sur l'interface, mais qui ne va pas apprendre, qui ne va pas avoir des connaissances, qui ne parle pas. Même s'il y a beaucoup de protocoles aujourd'hui qui nous permettent d'agir et de communiquer avec les machines, les machines ne vont pas apprendre en soi, même si on parle aujourd'hui de machine learning, c'est pas la même chose qu'une personne. Donc, comment on va faire apprendre à les personnes qui sont dans le bâtiment? Comment on va les mettre tous en réseau, c'est ça? Oui, c'est ça. Quel est le secret pour l'apprentissage, pour engager ces personnes? Donc, ça va être l'information. L'idée, c'est d'introduire de l'information dans le système. Comme ça, les personnes ont connaissance du projet et vont être motivées pour agir sur le système, pour avoir des objectifs de performance énergétique et comment les nodes du système vont être connectés pour faciliter le flux d'informations. Ben, on va avoir des rapports, par exemple, qu'on peut envoyer une fois qu'on commence à avoir des résultats en performance énergétique. On peut les envoyer à toute la communauté. On peut montrer par des écrans. Si on a un bâtiment qui a des écrans, on peut aussi montrer des KPI, des objectifs de performance énergétique et le suivi énergétique. Même des graphes simples qui vont montrer aussi, qui vont faire des comparaisons entre la consommation d'aujourd'hui, par exemple, avec celle d'il y a un mois où on n'avait pas encore commencé à consommer, on n'avait pas commencé à faire des actions de performance énergétique comme on va voir dans un peu. Même si on a, dans ce cas, comme on avait le support de la direction du bâtiment, aussi, toutes les communications officielles aidaient beaucoup à motiver la communauté à agir sur le bâtiment. Sensibiliser. Voilà. Donc ici, on va vous présenter un petit peu ce qui typiquement se passe dans un projet d'efficacité énergétique où on fait des actions de performance énergétique dans l'interface. Du type mécanique, quoi. Là, on n'est pas sur l'humain. C'est ça. Donc, si par exemple, on modifie l'éclairage pour avoir un éclairage plus efficient ou on change les machines de froid ou de la climatisation pour avoir des machines plus avec une efficacité plus efficace. Installer des LED. Installer des LED, par exemple. Ce qu'on va voir, c'est une courbe de ce type où dès qu'on a introduit cette action sur le système, on va avoir des résultats immédiats dans l'efficacité du système. Par contre, si on fait des actions avec des humains, ce qu'on va observer au début, c'est qu'on a une courbe qui au début est très peu prononcée. Ça, c'est dû parce que les humains, on a un temps d'apprentissage qu'il faut respecter avant de commencer à agir sur le système. Ça, c'est une courbe. On va voir une courbe qui est très typique de l'apprentissage. Ça fait un peu l'effet papillon. Au début, tu vois pas grand-chose, mais petit à petit, c'est l'effet papillon. Voilà. Donc au début, on va voir toutes nos actions de performance énergétique, de motivation, d'engagement de toute la communauté du bâtiment. Et cette communauté va commencer à agir sur le bâtiment, elle va apprendre et elle va commencer à
en elles-mêmes, les personnes du bâtiment vont agir sur le bâtiment, mais elles vont commencer à, même pas apprendre, mais à enseigner d'autres personnes du bâtiment aussi à faire des actions de performance énergétique. C'est un peu un cercle vertueux. C'est ça, ce qu'on va voir après. Donc, il y aura un délai entre les actions et leur impact dans le bâtiment. Et une fois qu'on a les actions dans la membrane et les actions de la communauté, on va avoir un très fort binôme qui va nous permettre d'avoir des objectifs de performance énergétique beaucoup plus forts que si on restait sur ce qui est la membrane. C'est vrai que la tendance en général, c'est de travailler soit sur l'un, soit sur l'autre. C'est pas vraiment d'animer ou de créer des synergies entre les deux. C'est là un peu le but de ce webinaire, de faire comprendre qu'il faut créer une synergie entre les deux pour avoir la politique, la stratégie d'efficacité énergétique la plus optimale. Tout à fait. Et aussi, noter que les murs ou les machines ne vont pas apprendre, mais les humains ici vont apprendre. On va avoir une progression et des économies qui vont être atteintes juste en agissant sur les personnes. Donc, comme disait Didier, l'idée c'est de comprendre la communauté et de créer un cercle vertueux où chacun est un énergie manager potentiel qui va nous aider à atteindre nos objectifs de performance énergétique. Donc, il faut encore une fois imaginer les bâtiments comme des communautés vivantes, comme des systèmes vivants, où on a une coquille et un animal dedans qui agit et qui va être en contact avec la coquille et va pouvoir nous aider à faire des objectifs de performance énergétique. Moi, je trouve cette slide-là, la prochaine, assez importante. C'est un peu la philosophie globale, je pense, de ce qu'on essaie de montrer. Oui, donc le succès de notre projet va avoir 3 points principaux. C'est notre projet de performance énergétique à travers du facteur humain. Premièrement, c'est la sensibilisation. Si on réussit à sensibiliser la population de notre bâtiment, ils vont être engagés et ce sera plus facile qu'ils appliquent des actions, des solutions sur notre bâtiment. Nos actions de performance, ici de la deuxième bulle, doivent être des actions faciles. Par exemple, c'est beaucoup plus facile de agir sur l'éclairage que de le faire sur la climatisation. Climatisation, c'est toujours quelque chose de difficile parce que le confort thermique était très important et c'est quelque chose que, par exemple, là, en été, on est en train de vivre dans notre... De vivre chez Adexma. Ouais. Chez Adexma, voilà. Et donc, il faut adapter les actions aussi à chaque profil des utilisateurs. C'est pas le même utilisateur, l'énergie manager, qui va être technicien, qui va connaître très bien son bâtiment, que le service de nettoyage du bâtiment ou, dans ce cas là qu'on avait avant, les étudiants du bâtiment qui sont dans la faculté. Une fois qu'on commence à agir, quand on voit que d'autres personnes vont nous voir agir sur le bâtiment, on peut aussi sensibiliser les autres. Donc, c'est quelque chose qui se rétroalimente, qui a du feedback, qui a un retour. Et c'est le troisième bulle qui symbolise ça. On aura des rapports, on a des infos qui seront partagées avec la communauté. Et dès qu'on a un retour, ça va nous alimenter pour sensibiliser encore plus la communauté de notre bâtiment. Et avec des indicateurs simples que tout le monde peut comprendre, même des graphes simples, ça va faire le coup pour motiver tout le monde. Souvent, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'on sensibilise, on donne des actions potentielles pas forcément évidentes. Mais le feedback, là, on n'en donne pas trop, quoi. Ça fait un retour sur les résultats des actions des gens, ça c'est peut-être pas assez fait. Et c'est là où c'est intéressant, on veut toujours savoir un peu le résultat de nos actions. Donc, c'est un beau cercle vertueux qui s'auto-alimente. Voilà. Et je trouve que c'est parfait pour la suite, donc sans transition. Donc cette slide précédente, c'est un peu la philosophie qu'on gardera pour expliquer chacun des cas clients qu'on va vous présenter. Donc l'idée ici, c'est de bien suivre le triptyque, on va dire, ce triptyque sensibilisation, communication, sensibilisation, action et retour, donc feedback. Donc premier cas, dans le cas d'une école d'architecture, qui a été donc une réussite dans le sens où il y a eu de belles économies d'énergie, notamment sur le gaz, pour commencer. Le gaz, l'électricité et l'eau.
Alors pour la petite histoire, donc il n'y a pas eu de stratégie claire au départ. Le choix du gaz venait du fait que c'était la plus grosse consommation, mais en général, c'est par l'électricité que l'on commence. Donc plus concrètement, concernant le facteur humain, qu'est-ce qui s'est passé sur chaque source d'énergie? Donc sur le gaz, c'est en intégrant l'énergie manager dans la discussion pour construire la stratégie énergétique, plutôt que de juste lui imposer un plan qui a permis en fait d'avoir 35% d'énergie, d'économie d'énergie sur la partie du gaz, et en partageant bien évidemment des rapports sur les résultats. Sur la partie électrique, alors de la même manière, là c'est le personnel de nettoyage et de la sécurité qui ont été sollicités parmi les energy managers en tant qu'energy manager non officiel. Donc là, via des réunions, via le partage d'une vision sur l'importance de la gestion énergétique. Et tout en prenant en compte, ça c'est important, leurs problématiques au quotidien. Parce qu'au fait, très rapidement, on se rend compte que chaque élément de la communauté a un comportement énergétique différent et parfois basé sur des choses un peu illogiques. Et c'est important de bien comprendre cette communauté pour bien adapter justement sa stratégie. Et donc, par exemple, comprendre quelle lumière on peut éteindre ou non, pourquoi il y a des lumières qui restent allumées. Bref. Encore une fois, donc sur cette partie-là donc de l'électricité, il y a eu du monitoring énergétique fait avec un partage des résultats et qui a permis donc de donner un bon feedback à toutes les parties prenantes et donc d'atteindre 20% d'économie sur l'électricité. Et enfin sur l'eau, alors là ça a été l'action la plus rapide car en fait les utilisateurs ils avaient déjà appris avec le gaz et l'électricité et donc par mimétisme et sans l'aide des experts, sinon par l'intelligence de la communauté, des actions spontanées en fait sont apparues. Donc, par exemple, il y avait souvent des fuites d'eau dans le bâtiment et là le concierge a pu voir les fuites d'eau dans le logiciel de monitoring et ça lui a permis de communiquer au personnel de nettoyage qui pouvait ensuite directement agir lui-même sur les toilettes ou les pompes. Et donc derrière, 40% d'eau et sans l'aide de quelconque expert. C'est là où c'est intéressant, quoi. C'est-à-dire que la communauté, elle apprend, elle est intelligente. Prochain cas, donc là c'est un cas d'une bibliothèque assez importante parce que c'est la plus grande de Catalogne, où là on a eu une belle économie d'énergie sur l'électricité en 2009 et encore plus grande en 2010. Alors là c'est un cas où on s'est focalisé uniquement sur le facteur humain, avec très peu de ressources, mais les plus essentielles. Donc, par exemple, une partie conseil, donc pour sensibiliser et identifier les actions des énergie managers non officiels, et un suivi de la consommation totale. Donc c'est un outil de monitoring classique. Donc encore une fois, en appliquant le triptyque, donc sensibilisation, action, feedback. Donc sur la sensibilisation, qu'est-ce qui s'est passé? Le directeur de la bibliothèque, qui est une personne qui n'était pas technique, s'est d'abord opposé au projet. Mais c'est à travers plusieurs réunions, il a été convaincu, il a compris que l'énergie c'était un argument important pour donner notamment de la renommée à sa bibliothèque. Bon, et à lui-même. Et c'est ensuite lui-même, donc le directeur, qui a insisté pour que l'on modifie la façon d'organiser l'utilisation des locaux de la bibliothèque pour économiser l'énergie, notamment en fait en modifiant les horaires et l'organisation des employés ou des utilisateurs. C'est basique, hein, mais finalement c'est sur ce genre d'action qu'on a les plus grands retours. Ensuite, on suit le triptyque. Quelles actions? L'action alors, principale, là, ça a été une bonne gestion de l'utilisation des espaces, comme je l'ai dit précédemment, de sorte à ce que tous les espaces de la bibliothèque ne soient pas toujours disponibles à tout moment. Donc, en adaptant les espaces à la demande réelle des utilisateurs. Donc, là, c'est des économies directes de climatisation et de lumière. Ensuite, donc voilà, on suit le triptyque feedback. On met à disposition des graphiques de suivi qui visualisent les économies d'énergie et on fait un retour d'information positive pour l'ensemble de la communauté. Et ça renforce les actions, comme on disait, ce cercle virtueux. Voilà. Donc résultat final, 19% d'économie, 33% d'économie sur 2019. Et donc les personnes ont continué à apprendre d'eux-mêmes en surveillant toujours et en cherchant toujours de nouvelles actions d'économie. Et pour la petite histoire, donc le directeur de la bibliothèque, donc personne non experte de l'efficacité énergétique, a publié ensuite un article académique sur comment économiser l'énergie dans les bibliothèques. Donc, c'est-à-dire que le directeur lui-même, il s'est accaparé le sujet. Voilà. Troisième cas, un cas aussi intéressant, où là on est sur le théâtre auditorium de Sant Cugat, si je me souviens bien, et qui est le deuxième plus grand théâtre de Catalogne, après celui de Barcelone. Donc là, encore une fois, on a travaillé que sur le facteur humain, pareil que comme dans la bibliothèque. Donc avec du conseil et du suivi de la consommation totale, et ce suivi, cette philosophie, ce triptyque sensibilisation, communication, action, feedback. Donc sur la sensibilisation, là c'est le directeur du théâtre, encore une fois une personne non technique qui était très motivée et voulait être un exemple. Et avec une énergie, avec un moteur comme celui-ci, ça a motivé toute l'équipe.
Un exemple, bah, il a imprimé l'évolution graphique en fait, de notre outil de monitoring et il l'a accroché à sa porte de son bureau pour dire en gros à tous ses collaborateurs, bah, l'énergie chez nous, c'est important. En termes d'action, alors c'est un théâtre. Il ne pouvait pas économiser en fait au moment des représentations ou des répétitions. Évidemment, là, on a besoin d'énergie. Par contre, ils se sont concentrés sur l'optimisation de l'utilisation de l'énergie quand elle était peu utilisée, l'énergie passive pour les connaisseurs, et en particulier sur ce qui concerne la climatisation en été. Voilà, quand il y a moins de pièces de représentation. Et donc, et aussi la gestion de la lumière durant le service de nettoyage. Et feedback, encore une fois, donc des graphiques de suivi ont été partagés, que c'est un bon outil de sensibilisation. Donc, résultat final, 18% d'économie sur la consommation totale en 5 mois. Alors là, le point, il est assez intéressant. En 5 mois. C'est-à-dire que dans un théâtre, on a pu faire ça aussi rapidement. Pourquoi? Parce que c'est une communauté qui a l'habitude de travailler de manière flexible, bah, comme le demande en fait le monde du spectacle. Et ça, c'est un point qui nous pousse à essayer de comprendre en quoi il faut comprendre sa communauté et qu'est-ce qu'on peut demander à une communauté en fonction de son identité. Donc là, c'est une leçon qui nous pousse à comprendre à quel type d'organisation on s'adresse en tant qu'energy manager ou autre personne qui veut avoir ce sujet de l'efficacité énergétique comme point principal, et bien comprendre en fait le niveau de docilité dans le vrai sens du terme de docilité, en fait sa capacité d'apprentissage et de changement. Donc ça, c'est, je trouve, un cas assez intéressant justement pour comprendre à quel point comprendre sa communauté, c'est important. Dernier cas, j'espère qu'on est dans les temps d'ailleurs. C'est un cas assez intéressant parce qu'en fait c'est un petit cas dans le sens où c'est un centre culturel dans un village de Barcelone qui s'appelle Montmelo. Donc c'est un petit bâtiment et là a été réalisé 60% d'économies sur l'électricité. Alors en fait c'est un cas où tous les éléments ont été alignés quoi. Il y a eu un peu de chance et avec un travail uniquement sur le facteur humain. Donc encore une fois du conseil pour sensibiliser, identifier les actions avec les énergies managers non officielles. Pour le coup là ici c'était un concierge. Et encore une fois, un suivi de la consommation totale et avec ce suivi du triptyque sensibilisation, communication, action, feedback. Sur la partie de la sensibilisation, c'est le concierge, donc l'energy manager officiel. Il n'était pas très bien préparé, hein, c'est pas son domaine, mais il était très motivé. Et bah, il disposait, parce que c'est une petite échelle, d'une influence sur tous les autres travailleurs. Et donc c'est une petite communauté où l'energy manager agissait comme moteur du projet. Et en gros, il est devenu assez très rapidement un expert de notre outil de monitoring d'Excel, ce qui va faire une bonne transition pour après. Donc en gros, on avait là les trois éléments clés dans une personne, à savoir un manager de personnes, un gestionnaire de l'énergie et un expert en monitoring. Et en termes d'action, en gros, là, c'est simple, hein. On a mieux géré l'utilisation des espaces en s'adaptant à la demande réelle, un peu comme dans la bibliothèque tout à l'heure. En gros, ne pas avoir de lumière allumée dans des espaces utilisés le jour et surtout non utilisés la nuit et le week-end. Et une meilleure gestion de l'allumage, donc des lumières en profitant au maximum de la lumière naturelle, hein. Et le feedback, voilà, l'Energy Manager, le concierge, utilisait le logiciel d'Excel, le nôtre, pour faire de la sensibilisation et faire des retours positifs à tout le monde de la communauté. Donc résultat, 60% d'économie. Donc voilà, je pense que c'est 4 cas assez intéressants pour comprendre en quoi tout ça, ça peut marcher assez bien. Je vais te laisser maintenant prendre la main pour montrer plus concrètement Oui. quel outil peut aider à faire ça. Donc, tous ces cas ont utilisé notre outil pour améliorer ou faire le suivi des actions de performance énergétique. Dans ce cas, il nous faut des outils pour pouvoir améliorer les comportements et pouvoir influencer la communauté. Un outil de suivi de monitoring énergétique va être clé donc dans notre stratégie d'économie d'énergie et va nous aider à influencer la communauté dans la phase de retour et feedback comme on a vu avant. L'outil va être pratique, intuitif ou sinon c'est des choses qui vont compliquer, donc il faut faire des outils qui vont nous permettre de bien communiquer avec notre communauté. Et qu'est-ce qu'il nous faut pour pouvoir commencer à travailler avec un outil? Ici, on a un petit schéma ou c'est un compteur fiscal d'un bâtiment. Juste avec le compteur fiscal, et on peut déjà commencer à extraire des informations plus générales de la consommation du bâtiment. Et dans notre cas, on pourra avoir aussi plus de données ou de sous-comptage pour avoir les consommations différentes par exemple,
l'éclairage ou la climatisation, etc. Mais c'est pas toujours nécessaire si on veut faire du suivi énergétique en global et engager toute la communauté, comme dans les exemples précédents que l'on a vus. Donc, on peut commencer à faire du suivi énergétique juste avec les infos que nous donne le compteur fiscal de notre bâtiment. Et en travaillant directement sur le système d'éclairage, on peut motiver la communauté et faire un apprentissage en économie énergétique de façon très spontanée. Donc, si on a des relèves, on peut avoir des données, et si on a des données, on peut les montrer dans un logiciel. Donc, ici, c'est un petit écran extrait de notre logiciel, mais pour pas suivre avec la présentation, ce qu'on va faire, c'est de vous montrer directement notre écran de consommation de notre logiciel. Là, ça, c'est d'Excel, c'est notre outil de suivi de la performance énergétique. Ça, c'est l'écran de consommation. Désolé, on va faire vite une petite modification pour vous montrer en français. Donc déjà, c'est un écran de suivi. Ici, on va sélectionner notre emplacement. On a notre source énergétique va être l'électricité et on va choisir une période par exemple, du 1er avril jusqu'à aujourd'hui, avec des données en fréquence journalière. Et déjà, on va voir rapidement qu'on a des données qu'on a récupérées de la consommation de notre bâtiment. Et ce qu'on veut faire ici, c'est de pouvoir suivre ou pouvoir comparer avec des consommations historiques si, par exemple, on commence une action de performance énergétique. Donc, on peut aller, par exemple, dans notre écran d'évolution, où notamment on va voir notre différents dispositifs. On va sélectionner ici celui-là et par exemple ici on peut comparer 4 périodes de référence différentes pour voir la différence entre consommation. Là par exemple, je sais que dans notre bâtiment, le 15 avril, il y a eu une réunion de toute la communauté du bâtiment pour discuter précisément des actions de performance énergétique. On a éduqué la communauté. Ils ont commencé à apprendre comment gérer son bâtiment. Et si on sélectionne par exemple comme période de référence première le 13 mai et qu'on compare par exemple avec des périodes antérieures comme peuvent être le 8 avril, c'est beaucoup avant, c'est avant d'avoir des actions de performance énergétique. 1er avril, et puis on part en mars, par exemple, et qu'on rafraîchit. Alors, on a ici un graphe de lignes pour bien voir nos différences. Ici, on voit déjà en vert, c'est notre période après les actions de performance énergétique. Et avec les lignes rouges, orange et bleues, on voit la consommation avant de ces actions de performance énergétique. Donc, juste avec un graphe, tout le monde peut comprendre qu'en vert, on a des consommations qui sont inférieures à celles qu'on avait avant les actions de performance. Et ici, on a un petit tableau qui nous permet de voir ça en numérique. Donc, on voit déjà la consommation en vert qui est inférieure à celle des autres périodes. Parce qu'il y a eu 20% d'économies, puis 28, puis 24, c'est ça? C'est ça. En comparaison de chaque période, on a des économies de 20% par rapport à les semaines précédentes. Ici, dans chaque écran de notre outil, on peut toujours exporter nos données dans un fichier Excel, par exemple, ou exporter des images qu'on peut utiliser après dans des rapports ou dans des documents, ou même on peut rajouter nos images dans un rapport personnalisé. C'est là où ça devient intéressant, parce que c'est là où justement tu commences à faire du feedback automatique via des mails. Voilà, on peut toujours créer des rapports. C'est pas le but de ce webinaire, mais on permet de faire des rapports qui sont envoyés automatiquement à vos clients, partenaires, etc. Donc ça, c'est un peu ce qui peut nous permettre de faire le suivi de ces actions de performance. Par exemple, on a beaucoup d'autres fonctionnalités, écrans qu'on peut utiliser, mais ça, c'était juste pour montrer un petit peu. C'est une version simple de ce qui peut aider justement à faire du feedback. Il y a plein d'autres manières, mais c'est juste pour vous donner une petite idée. Voilà.
Si tu veux, on revient un petit peu dans notre présentation. Nickel, nickel. Parfait. Ce qui est intéressant de savoir maintenant, c'est au-delà de notre outil, de comprendre quel est le futur finalement de ce monde du facteur humain et comment finalement sensibiliser toutes ces personnes en lien aussi à un outil finalement. Il faut comprendre que tant qu'on a des personnes dans les bâtiments, ces bâtiments resteront des systèmes vivants et comme on a vu avec des communautés qui sont des communautés qui s'auto-alimentent si elles sont bien gérées. Donc comment faire? En gros, le futur, c'est de l'information et des outils qui seront toujours clés pour une relation entre le facteur humain et l'efficacité énergétique. D'accord? Donc comment les lier, ces communautés? C'est en utilisant l'information et les outils. Et tout le monde doit avoir accès à ces outils pour pouvoir voir un graphe, voir une analyse, et donc mieux apprendre et mieux comprendre. Et l'idée, la philosophie du futur, c'est quoi? C'est de créer une expérience ludique. En gros, il faut rendre l'expérience amusante et qu'elle puisse enseigner, hein, ludique quoi. Hein. Donc chez Dexma, là, nous, on travaille typiquement pour fournir un outil intuitif qui permet cette circulation d'informations dans ce but. Donc on doit s'inspirer en fait de ce que l'on appelle, encore une fois, désolé pour le terme anglais, de ce qu'on appelle la gamification, en gros l'influence du jeu dans l'apprentissage, pour rendre l'expérience énergétique ludique. Donc c'est le futur qu'on voit, hein, mais pas que nous, hein, les experts le disent, et c'est ce qu'on propose de faire chez Dexma. Donc voilà, en tout cas, c'est tout pour nous. J'espère que c'était intéressant, que vous avez des questions. On va faire une petite pause pour vous laisser le temps de poser des questions et on revient d'ici quelques minutes pour pouvoir y répondre. Merci pour l'attente. Donc, on a quelques questions intéressantes. Donc, par rapport à la première question, est-ce qu'on renvoie des éléments de feedback parce qu'il y a un maintenant. Voilà. Donc, en gros, première question donc, sur les feedbacks globaux ou individualisés, c'est-à-dire par zone, personne, équipe, quand on parle de feedback dans le rapport. On a la capacité, en effet, de configurer ce type de rapport en fonction de chaque besoin. D'accord? Pour le type de détecteur aujourd'hui pour monitorer l'énergie électrique, alors on est neutre au niveau matériel, donc comme je disais dans une des slides par rapport à notre API, c'est une API ouverte, donc l'intégration se fait sans trop de soucis. Donc la personne qui a posé cette question, je vous enverrai une liste d'intégration déjà faite. Et sur des cas clients dans l'industrie, on a plusieurs cas clients. Alors ça, c'est tout disponible sur la page dexma.com à la rubrique ressources. On en a un peu plus en anglais, juste par d'historique par rapport au français. Mais si vous mettez la page en anglais, vous en aurez certains en industrie. Et en français aussi, je crois qu'il y en a un qui est déjà traduit en français et l'autre est en anglais. Donc voilà pour les premières questions. Alors on a d'autres questions que je vais te poser Jordi. Donc je vois une question, quel est le pourcentage d'économie qui peut être atteint en incitant, en travaillant sur le facteur humain? Ben juste, si on travaille que le facteur humain, on a des différentes études qui vont nous confirmer qu'entre un 10 et un 20% d'économies sur la consommation finale d'énergie sont possibles, juste en incitant le facteur humain. Après, dans ce rang de pourcentage, un résultat du 5% on pourrait penser que c'est peu, il y a de l'espace pour améliorer, et tout ce qui serait au-dessus du 20%, ce serait très bon. Mais ça, c'est juste ce que disent les études, mais c'est pas juste c'est pas obligatoire. Il y a des cas comme on a vu avant. Exceptionnellement, on a atteint 60% dans des performances. Je te bombarde de questions. Il y a d'autres questions, donc je continue. C'est quoi la difficulté à travailler avec le facteur humain? Par exemple, par où je dois commencer? La clé est de changer la vision, c'est de comprendre, comme on disait avant, que quand on travaille avec des personnes, c'est pas des machines. Et si on nous met dans la peau de ces personnes, il faut les motiver et c'est relativement facile à atteindre les 3 points clés qu'on a dit avant. Il faut travailler d'abord, il faut avoir un investissement initial. Mais si on travaille tout ce qui est la sensibilité, la communication, on travaille de bonnes actions faciles pour que les personnes soient engagées et on a des retours, du feedback avec les informations de comment avance notre projet. Ça, c'est les 3 clés pour avoir de bons résultats dans notre projet. Voilà. Autre question, quel est le rôle de la technologie?
Les technologies de l'information sont un excellent support pour travailler avec le facteur humain. Comme on a vu avant, elle nous donne des possibilités de visualiser et partager rapidement avec tous les énergies managers, officielles ou non officielles, les résultats de nos actions collectives. Et comme on a vu avant, il y avait le directeur d'un des centres qui a mis son graphe dans la porte de son bureau et se disait, ça c'est notre objectif, là on parle d'énergie. Donc, de façon facile avec la technologie, on peut avoir des rapports, on peut avoir des résultats qui sont montrés facilement et qui permettent de générer des dynamiques positives et de motiver les communautés dans les bâtiments. Nickel. Bah, merci beaucoup, Jordi, pour tes réponses. On a vu les autres questions, hein. On ne vous oublie pas. Je m'occuperai moi-même de vous répondre de la meilleure manière possible en vous contactant par mail si vous avez laissé votre mail. Encore une fois, merci à tous. Merci à Jordi. Merci, Euh, Olivier. je t'en prie. Merci pour votre participation et on espère que ça sera une longue série d'autres webinars et que vous serez encore présents. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci à tous. Au revoir.